Bienvenue à toutes et à tous, et tout ce qu'il y a au milieu. Bienvenue dans ce podcast qui illustre les conversations profondes partant à l'autre bout de l'univers lors de soirées tardives. Une conversation entre deux passionnés de la curiosité qui cherchent à mettre des mots sur ce qu'ils cherchent à dire. Digression, développement oral ou écrit d'une question qui s'écarte du sujet. Oui, en gros, on parle d'un sujet, puis à la fin, si tout va bien, on ne sait plus de quoi il s'agissait. Bonjour, je suis Nina, journaliste chevronnée en devenir, beaucoup trop investie dans Drag Race. Je suis actuellement candidate pour 3 élections différentes, dont Miss France section petite taille. J'ai pour ultime but que le monde entier reconnaisse l'ascendance divine du Felis Catus, le chat. Bonjour, je suis Diego, communicant dans mon vilain arc depuis 2017. Ayant raté ma formation pour devenir pape, je me suis tourné vers l'humour. Jérémy Ferrari, épouse-moi. Mais prier Dieu m'a aidé à gagner autant que Nina, en bossant moins. J'ai pour ultime but que le monde entier écoute du métal et m'acclame en tant que chanteur suprême. Bonjour à tous et à toutes et à tous ceux qu'il y a au milieu. Je suis Diego. Comme vous l'avez pu le voir avant, et j'ai beaucoup de mal à parler pour ce premier podcast, sachez que c'est un peu nouveau pour moi parce que c'est le tout premier podcast que je fais avec ma pote Nina. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ce podcast ? Parce qu'un jour, en discutant très tard, très fatigué et en partant beaucoup trop loin, on s'est rendu compte qu'on digressait. C'est-à-dire que on reliait certaines choses les unes avec les autres. On avait des fois des discussions qui n'avaient ni queue ni tête, des fois des discussions très intéressantes. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pouvait partager, qu'est-ce qu'on pouvait donner, apporter, et simplement aussi peut-être garder un peu en mémoire ce qu'on faisait de ces discussions qui sont incroyables parce que finalement on se perd. Et des fois on se dit parler pour rien dire, ça sert pas vraiment à grand chose. Et en fait si. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'on parle pour rien dire, mais on dit beaucoup de choses qui ont peut-être pas forcément de sens au premier abord, mais qui, en fait, quand on les relie les unes avec les autres, en fait, ont beaucoup de sens cachés qu'on décortique petit à petit. Et voilà, c'est aussi partager un moment avec une personne que je respecte énormément, à qui je ne dis pas ça souvent. Voilà, elle va chialer, là, elle rigole nerveusement, mais bon, il y a de l'émotion. Quelle ode à l'amitié. Quelle ode à l'amitié, évidemment. Mais voilà, c'était pour vous partager ça, pour vous partager ces moments-là et aussi nos petits grains de folie. Sans trop de modestie, nous donnons la parole, parce qu'on n'a pas besoin de diplôme pour se donner la parole, je pense. C'est ce que dit Paloma dans son podcast aussi, mais je prends cette phrase et je suis d'accord sur ce fait que nos discussions sont pour moi très intéressantes, n'intéressent peut-être pas forcément tout le monde, mais en tout cas peuvent être un reflet de certaines personnes, de certains points de vue de société dans laquelle on vit, de Paris, de jeunes étudiants, etc., qui se posent des questions. Et ce premier épisode de la philosophie est en soi directement une remise en question de notre légitimité à discuter et à ouvrir nos idées en public. Nous verrons ce que ça donnera. Et parce que aussi, parler de philosophie, c'est ce qu'on fait du coup à chaque fois, en digressant, parce que tout dans la vie apparemment a un lien avec tout. Passer du coq à l'âne, techniquement, ce sont des animaux. On m'a appris une expression aussi en néerlandais, l'équivalence, mais ça a encore moins de sens, c'est passer du talon à la branche. Du talon, quoi ? Du talon à la branche. Là, ça n'a plus trop de sens. Non, c'est pas vraiment. Après, est-ce que c'est pas le but justement de... Mais c'est... Et puis au moins s'enregistrer en bout de mémoire, du coup, oui. Qu'on puisse garder tout ça. Savoir peut-être analyser nos conversations pour savoir comment on en est arrivé là, en fait. Oui, c'est ça, c'est vraiment de se dire que waouh, on va se dire très bien, on est parti de ça, où est-ce qu'on arrive ? Ah d'accord, pas du tout pareil, quoi. Et c'est là où c'est intéressant, et c'est de se dire que voilà, tout est un peu lié. On a aussi, on n'a pas vraiment de diplôme pour en parler, on est vraiment là juste pour échanger, etc. Mais on source, on fait des recherches, on source. On a envie quand même de partager quelque chose, de montrer quand même notre sérieux, parce que c'est quand même un projet où on a envie de se donner à fond. Oui, d'où les sources, d'où les chiffres. Le but de ce podcast, qui a
un lien pour nous aussi avec le journalisme, c'est d'être un peu libre sur nos idées quand même, mais de prendre des faits, de prendre des chiffres, des faits. Alors après, les chiffres peuvent parler, etc. Ce sera le sujet pour autre chose. Mais des dépêches, ce que les gens ont vu, vraiment, voir, etc. Et il y aura toujours, pour nous en tout cas, cet aspect philosophique de toujours remettre en cause. Nous ne détenons pas la vérité et nous le savons. Nous avons juste beaucoup de questions en tête et une très grande envie de s'ouvrir et d'en savoir plus sur le monde. Donc pour l'instant, nous sommes que 2, mais peut-être nous aurons la chance d'avoir plus de monde avec qui discuter au fil de ce podcast et de ce projet, aventure, etc. Nous verrons bien. Mais du coup, parlons de philosophie. Parce qu'il paraît que c'est quand même le sujet d'aujourd'hui, donc alors c'est très même vaste. Oui, très vaste. Alors on va le resserrer entre guillemets un petit peu. Resserrer certains aspects de la philosophie. Nous, on voulait commencer sur notre rapport à la philosophie avec le lycée, principalement. Donc, comment, Diego, as-tu vécu la philosophie durant ton année de terminale pour toi ? Oui, parce que alors j'ai fait de la philosophie en première, mais j'ai fait la spécialité philosophie, mais du coup que j'ai abandonné pour continuer dans d'autres choses. Mais alors la philosophie de terminale était très particulière parce que c'était vraiment beaucoup de chapitres. On apprenait vraiment chapitre, auteur, comment faire des dissertations, voilà, c'est ça, un concept, une différente vision. La vision de différents auteurs sur ce concept et voilà, un peu presque sous forme de dissertation, thèse, antithèse, ensuite peut-être un autre auteur qui venait offrir une autre perspective et en fait c'était vraiment quelque chose de très académique, de très se baser sur les textes pour valider notre opinion, de dire très bien vous pouvez exprimer votre avis sur la philosophie mais justifiez-le, utilisez des auteurs. Et c'est vrai que que notre professeur n'aimait pas beaucoup ce qu'on peut appeler la philosophie de comptoir, c'est-à-dire de vraiment chercher à s'interroger, d'avoir des discussions finalement du quotidien pour s'interroger sur des sujets, sur des choses qui se passent. Alors ça peut être par rapport à l'actualité, ça peut être par rapport à une situation qu'on a vécue, mais c'est tous ces petits sujets, toutes ces petites discussions finalement interpersonnelles, donc entre deux personnes qui se connaissent des fois à peine, des fois qui se connaissent un petit peu, des fois qui se connaissent depuis des années. C'était pas vraiment pour elle, elle ne le voyait pas comme vraiment de la philosophie. Après, moi je ne suis pas tellement d'accord avec ces définitions. Nina, est-ce que tu as une autre définition, une autre vision sur... Moi, j'avais écrit du coup une définition de la philosophie qui est pour moi un échange d'idées, une volonté de comprendre sans nécessairement de source, simplement entre des esprits qui essayent de tendre vers une vérité sans jamais prétendre la connaître. Et je pense qu'on ne peut pas apprendre à développer son esprit critique avec la philosophie en apprenant passivement des auteurs comme cette professeure nous le faisait faire. Et ce qui était vraiment très dommage avec sa manière de nous enseigner, c'est que c'était des concepts pas forcément reliés les uns avec les autres, des auteurs qui faisaient thèse, antithèse, donc un auteur d'accord, un auteur pas d'accord, c'était pas du développement. Et même quand nous essayions d'apporter un autre point de vue sur un sujet, pour elle, si elle n'était pas d'accord, si elle n'avait pas vu un auteur d'accord avec ce que l'élève affirmait, c'était un non catégorique. Je repense à un exemple elle disait que la mode n'était pas de l'art, et je prétendais l'inverse parce que je pense que c'est complètement... Je dis pas que toute la mode est de l'art, mais je pense qu'il y a beaucoup de... Enfin, on peut pas dire un non catégoriquement, ça c'est sûr. C'est une antithèse à la philosophie de dire non dans une réponse de philosophie. Pour moi, tout se vaut, tout se justifie, tout s'explique. Après, à savoir est-ce qu'on peut comprendre, pas comprendre, ça c'est le point de vue de chacun. Mais du moment qu'on tend pas vers la vérité, encore une fois, pour moi ça reste de la philosophie et une possibilité d'émettre cette hypothèse.
Oui, et comprendre ne veut pas dire aussi accepter. Et il est possible aussi que, enfin voilà, l'être humain est biaisé dès l'origine et ne voit entre guillemets ou ne reconnaît que ce qu'il veut aussi. C'est malheureusement aussi, je pense, dans la nature humaine. Après, pour revenir sur, si jamais on reste sur les définitions, selon Socrate, donc je le cite, être un philosophe et vivre une vie philosophique signifie vivre conformément à la raison. Et c'est entendu comme une faculté de raisonnement et d'analyse en vue de la vérité. Donc la philosophie, c'est ça, on cherche la vérité. C'est un peu cette image, alors ça fait un peu pigeon, mais pour le coup de l'âne qui est tiré vers la carotte. En tout cas, je pense que c'est ce qui nous motive à faire ce podcast, c'est que notre carotte, ça va être la vérité, qu'on va essayer de l'atteindre, de la dévorer, mais qu'on n'y arrivera jamais. Va falloir l'accepter, mais on n'arrivera jamais à détenir la vérité. Oui. Trop triste, trop profond. C'est vrai. J'espère que tout va bien dans votre vie et que voilà, vous avez des gens à qui parler. Non, mais voilà, la vérité, c'est vrai, est multiple. Et je pense aussi que nous, dans notre manière de voir le monde et aussi des fois dans la binarité dans laquelle on est conditionné, hein, le bien, le mal, etc. On n'a pas l'idée de... On a une idée de nuance, mais elle est très difficile à voir et surtout de dire oui, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs vérités. Et ça, c'est assez difficile, je pense, pour nous de le concevoir et même de pousser la réflexion. Alors, et c'est ça aussi que la philosophie est censée apporter en terminale, la matière. C'est de réfléchir, de certes mobiliser des auteurs, mais d'apprendre un raisonnement philosophique. Cette émission, elle va le sortir le 24 décembre. Septembre, pardon. Oh là 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 là, pardon, excusez-moi, en fait, je suis en avance dans mon calendrier. Là, on n'est pas en octobre, là, on n'est pas en octobre. Oui, non. J'espère que vous aurez un meilleur cadeau de Noël qu'un podcast sur la philosophie. Mais enfin, même si c'est un très bon podcast, sur mais la remise en cause de l'existence oui. Et de la vérité. Oui, finalement, devons-nous vivre? Voilà, c'est ça la question que je posais aujourd'hui. C'est sûr que accepter la vérité de naître, mourir, de naître, vivre quelques années sur l'infinité des années de la Terre et mourir comme un grain de sable dans l'univers, c'est compliqué à accepter. Moi, c'est compliqué à l'accepter encore. J'en suis consciente que c'est compliqué. Mais c'est pour ça, je pense que la religion existe, que tout ce qu'on va appeler les prophéties, comment ça s'appelle, la superstition, etc. C'est des croyances, et en fait peut-être même que les scientifiques ou les personnes qu'on va dire plus pragmatiques sont dans une croyance d'une certaine vérité, à se dire on meurt, il n'y a plus rien, voilà. Mais c'est tellement improbable de se dire purée, mais on est les seuls à cet endroit-là quand même, on serait les seuls à cet endroit-là. Et chacun pense qui veut sur est-ce qu'il y a des gens comme nous ailleurs, est-ce qu'il y a des gens absolument pas comme nous ailleurs, mais une sorte de vie qui existerait quand même. On n'en sait rien, mais c'est une vérité possible. Oui. C'est comme, je me souviens d'un épisode de Friends, où c'est Phoebe qui qui est pas d'accord avec la théorie de l'évolution de Ross, et donc Ross est très persuadé quand même de ce truc de l'évolution, ça existe, etc. Bon, ce truc, mais en vrai, je pense que j'y crois en soi, je dois dire que je suis d'accord avec ça. Mais à un moment, elle lui dit, tu penses pas qu'il y a quand même une toute petite chance, un tout petit truc que ce soit faux, parce que vous l'avez découvert beaucoup plus tard, pourquoi on le saurait pas avant? À ce moment-là, on croyait que ça existait pas, ou quoi, c'était impossible. Et quelques années après, finalement ça existe. Comme la Terre qui est ronde, à un moment on s'est dit c'est sûr elle est plate, on démontre qu'elle est plate, etc. Et pour eux c'était leur vérité. Et en fait après, non elle est ronde. Et ça se trouve, on découvrira d'autres choses après. Bon, finalement il accepte ce qu'elle dit et elle est pas contente parce qu'elle dit mais t'as remis en cause tout ce que tu croyais, moi je te croyais beaucoup plus à fond dans tes croyances, etc. Bon bref, c'est Friends de toute façon. Est-ce que quand même, je veux juste revenir sur quelque chose que t'as dit, est-ce que le message que tu cherches à faire passer, qui je trouve très intéressant, c'est que la Terre est plate?
Je plaisante. Non. Non, je plaisante. C'est juste que, pareil, pour la médecine, on pensait que la saignée, ça libérait les maladies parce que ça paraissait logique de faire couler du sang pour enlever le mal. Voilà, on savait pas comment ça fonctionnait, c'était la croyance de l'époque. Maintenant, on sait que c'est dangereux et qu'il faut garder son sang à l'intérieur de soi. Sauf s'il est empoisonné, mais ça fonctionne pas comme ça, Oui, de se faire saigner, etc. J'y connais rien. Mais voilà, on continue de découvrir des meilleures méthodes, de savoir que en fait on fait cette méthode depuis des années et elle est complètement mauvaise et celle-là elle est beaucoup mieux. Mais en fait peut-être après on se dira mais celle-là elle était peut-être un peu mieux mais en fait elle n'était pas si bien que ça. On sait pas, ça évolue tellement rapidement aujourd'hui. Qu'est-ce complète et que pareil les différentes théories scientifiques fonctionnent à un moment donné pour une certaine vision et puis en fait qu'elles évoluent et que non c'est pas du tout comme ça, etc. Après voilà, est-ce que finalement là je reviens un peu sur le bac, est-ce que finalement voilà, c'est de travailler les auteurs. Je voulais quand même venir, c'est pour ça aussi que je pense que les sciences sont beaucoup plus philosophiques que parfois les philosophes en eux-mêmes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des philosophes mathématiciens, etc. Oui. C'est que les sciences en soi te diront toujours que c'est des théories, que c'est toujours les hypothèses du moment qu'on utilise sur le moment, qu'on applique en attendant d'avoir découvert autre chose. Oui, c'est vrai. Après, c'est là aussi, on parle plus de textes fondateurs. Là, par exemple, quand tu parles de mathématiciens, philosophes, peut-être tu penses à Blaise Pascal. Oui, voilà. Ouais. Après, voilà, le cœur a ses raisons que la raison. Ouais, moi j'ai d'autres références, mais il n'y a pas de souci. C'est Le cœur a ses raisons. Très bonne série québécoise que vous pouvez aller regarder. Ah non, elle est incroyable. C'est que de la satire. Je ne sais pas si tu connais. Non, c'est un régal, c'est un mélange de stupidité, de satire, mais voilà, Blaise Pascal. Oui, voilà, mais bon, bref. En revenant sur Blaise Pascal, après voilà, il était aussi très proche de la religion aussi, donc il y avait aussi cette idée-là que voilà, la religion et les sciences offrent des vérités. Et que voilà, c'est aussi l'être humain aussi choisit de ce qu'il préfère, ce qu'il a envie de croire. C'est comme les personnes qui croient encore que la Terre était plate. J'ai fait la blague tout à l'heure. Mais il y a vraiment des gens qui pensent que la Terre est plate. Il y a des gens encore des gens qui... Oui, voilà. Non, mais c'est pas question de ne pas juger, etc. Maintenant, est-ce que toutes les opinions se valent ? C'est aussi un autre sujet. Je pense que toutes les opinions peuvent se valoir, mais dans différents contextes. Toutes les opinions se valent tant pour moi que ça n'affecte pas autrui. Que ce soit physique ou moralement. De vouloir imposer à autrui sa vision. Oui, parce que dire le racisme et les actes racistes, tu restes raciste dans ta tête à la limite si tu veux, mais tu t'affectes toi-même, mais tu n'affectes pas les autres sur ton opinion. À dire des horreurs, etc. Et à ne pas accepter la personne en face de toi. Enfin, là, pour le coup, ça affecte autrui, son état mental et physique, parfois, malheureusement. Oui. Donc, voilà. Mais en parlant d'auteur... Oui, revenons sur le bac de philo. Sur le bac de philo et la philosophie qu'on nous apprend académiquement. Donc, nous sommes allés chercher le texte. Nous sommes plus intéressés au texte qui a fait grand bruit, puisque c'était un texte de Simone Veil, W-E-I-L, et non un V. Texte qui s'appelle La condition ouvrière, sorti en 1943. Simone Veil, qui était une activiste pour les droits de la condition ouvrière et qui avait... ça n'avait pas grand-chose à voir avec ce que faisait Simone Veil, ministre de la Santé. Mais en tout cas, qui étaient deux grandes penseuses, mais qui n'avaient pas le même lien. En tout cas, beaucoup d'élèves se sont rués sur le texte, pensant qu'il s'agissait de Simone Veil, celle qui a permis l'avortement en France, etc. Deux grandes femmes, mais qui n'ont pas fait la même chose. Nous, ce que nous disions, c'est que les gens qui ont réussi ce texte sont les gens qui n'ont pas appris les cours, mais qui l'ont appris par leur culture générale. Oui, c'est-à-dire que là, finalement, la matière de la philosophie n'a pas vraiment aidé les élèves à se préparer à ce texte-là. Et si jamais elle était au programme, on voit pourtant elle n'a pas été au programme. Et c'est encore pire, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que finalement, les élèves sont arrivés complètement... T'es pas obligé d'avoir un auteur au programme pour le texte. Oui, mais ça prouve bien quand même les lacunes qu'on donne... les problèmes de ne pas étudier de femmes philosophes.
parce que Simone Veil n'était pas philosophe en soi. Par contre, Simone Veil W était philosophe et activiste. Donc voilà, c'est une femme qu'on aurait pu étudier au programme, ou en tout cas qu'on aurait pu apprendre, même en histoire, etc. Enfin, c'est pas quelqu'un qui est cité pour parler de lutte contre... de lutte pour... Donc on dit, oui, on va plutôt mobiliser Marx. Donc c'est un autre contexte qui s'inspire des travaux de Marx, mais qui s'inspire de la condition de la guerre, des usines, de ce qui se passe dans les usines, en des plus, femmes en pleine qu'on a guerre, mobilisées pour aller dans les usines. Donc, ce qui est dommage, en fait, et ce qui montre une injustice, c'est que les gens qui auront réussi, c'est des gens qui auront su qui c'était par leur culture générale. Là où en tronc commun, on apprend par chapitre en très peu de temps avec des auteurs très précis, etc. En philosophie spécialité, c'est 2 thèmes répartis sur l'année, en apprenant plein de textes, en apprenant des philosophes, des citations. Mais c'est pas le philosophe et la citation ne sont pas au cœur du sujet, c'est le concept. Et par exemple, on a appris sur Hannah Arendt et la banalité du mal, et ça nous a pris énormément de cours. Mais c'est tellement un sujet compliqué, il faut y passer du temps. Et c'est pas grave de passer du temps sur un sujet pour bien le comprendre, pour bien analyser. On peut pas être expert en tout dans tous les cas. Donc nous apprendre à la va-vite, je sais, il y a quoi ? Il y a 12 il y a 13 notions, il me semble. 13 notions en une année de terminale, c'est pas possible. Oui, et puis alors je vais revenir sur ce que tu disais par rapport au fait d'étudier des femmes philosophes, c'est déjà une grosse lacune, mais c'est aussi de dire si finalement on nous apprend des auteurs, que c'est le focus principal de cette matière et que finalement le jour de l'épreuve, on nous a tellement formaté à utiliser tels auteurs, etc., qu'on n'a même pas l'occasion de pouvoir les réutiliser ou qu'on tombe sur un auteur qui est inconnu. On ne nous apprend pas à faire le texte. Non, le texte, il est fait parce qu'on a étudié en classe, c'est des points de vue qui ont été étudiés. Alors, ils ont peut-être été étudiés au vu d'autres auteurs, mais dans un commentaire de texte, on ne mobilise pas d'autres auteurs. On doit analyser les textes. On peut les mobiliser, mais ce n'est pas le focus principal. Et c'est super compliqué, en fait. Donc, si vous ne connaissez pas l'auteur, vous ne pouvez pas justement analyser ou alors avoir le bagage suffisant pour pouvoir très bien décortiquer très bien de quoi est-ce que l'auteur parle en ce moment même dans le texte par rapport au contexte historique, quand est-ce qu'aussi le texte a été écrit, parce qu'il peut avoir été écrit à un moment différent que celui où il a été publié. Et là, par exemple, si le texte, je sais pas, avait été écrit avant la Seconde Guerre mondiale, mais que il a été publié après. Et qu'il a été publié après. Ils vont mobiliser des exemples en se disant c'est le contexte de la Seconde Guerre mondiale, on peut l'utiliser pour justement justifier ce point-là, alors que pas du tout. Ça veut dire c'était un autre contexte, et c'est ça aussi où il faut être. C'est pour ça aussi que je vous invite à toujours regarder l'année d'écriture, parce que des fois c'est sur une durée très longue, ce qui fait que le contexte est complètement différent. Généralement, les chercheurs ou alors philosophes, je parle aussi beaucoup en sociologie, attendent 10 ans, étudient un phénomène pendant 10 ans, voient les retombées du phénomène sur 10 autres années, et ensuite publient à ce moment-là l'œuvre en analysant ce qui s'est passé il y a 10 ans déjà. Donc ce sera une œuvre, ce sera une analyse sociologique, mais assez historique en fait, et ce ne sera pas sur le réel d'aujourd'hui. Il faut toujours prendre ça en compte. Voilà, c'est ça, c'est que par rapport, même si on va jusqu'à la dissertation, c'est est-ce que l'État nous doit quelque chose ou a une responsabilité envers nous. Donc ça, c'est encore autre chose. Là, on peut parler de plein. Ah oui, là, on peut parler de plein de choses, mais je pense pas que ce soit le sujet. Mais de toute façon, il faudrait tout repenser. Je le dis, mais il faudrait tout repenser de A à Z. Ce n'est pas de rajouter de la philosophie en troisième, par exemple, ce que j'aimerais bien, parce que ça serait rajouter des heures, mais ce serait en fait repenser tout le système pour permettre de rajouter de la philosophie, pour permettre d'apprendre les maths plus efficacement, le français plus efficacement, toutes les matières plus efficacement. Après, il y a cette idée qu'en France, on est extrêmement surchargé. Dans d'autres pays, par exemple, comme en Espagne, où les élèves ont des meilleurs résultats académiques et réussissent mieux dans l'Union européenne, Allemagne aussi, alors que les Espagnols commencent plus tard que nous et finissent plus tôt que nous. Ouais. Donc il y a à un moment donné, il y a aussi des questions à se dire, est-ce que finalement extrascolaires, c'est ça. Ils ont plus d'activités, ils sortent plus, ils sont en meilleure santé, autant mentale que physique.
aussi. Donc Gabriel Attal dire qu'on doit enfermer les élèves de 8h à 18h, s'il te plaît, revois ta question. Oui, mais Enfin, voilà, revois ton c'est se dire, voilà, est-ce qu'il faut rajouter plus de matière? Est-ce qu'il faut choisir plutôt? Quelle matière est-ce qu'on va choisir pour ce que les personnes aiment bien en termes d'orientation, etc. C'est quelque chose de très complexe et je pense pas qu'on ait vraiment les compétences pour le dire, mais autant mettre, je pense, à l'éducation nationale, quelqu'un qui a fait l'école publique. Ah bon? Et ensuite, on verra, on en reparlera, ou quelqu'un qui a été prof, et ensuite on pourra discuter. Oui, ou quelqu'un qui a bien vécu l'école voilà, publique. oui. Quoi. Donc vraiment... voilà, c'est ça, c'est là en fait où finalement ça dessert les élèves, c'est qu'une matière qui est censée leur apprendre à réfléchir, bah, finalement... On leur donne pas de légitimité pour réfléchir. C'est comme en français quand on nous demandait d'analyser les auteurs. Pourquoi les gens ils aiment pas le français et se dire « Oh mais comment il a pu dire ça, gna gna gna, l'auteur, etc. » Parce qu'en fait, beaucoup de fois, quand un élève va penser autre chose, va se dire « Ah mais ça, je le vois comme ça » et va avoir une interprétation différente. Je dis pas que tous les profs font ça, mais beaucoup de profs sont comme ça. Le prof va dire « Ah non mais c'est pas la bonne interprétation, l'auteur il a voulu dire ça, point. » Qu'est-ce que t'en sais ? T'étais pas dans la tête de l'auteur. Moi, j'adore analyser des auteurs, j'adore savoir l'interprétation qu'il y en a, etc. Le seul truc, et ça je comprends les profs, il faut que ça ait du sens. Si tu dis que l'auteur il a dit ça à ce moment-là, ça veut dire que peut-être il l'a avancé avant, etc. Et qu'il y a un contexte, etc. Encore une fois. Mais les interprétations se valent, toutes les interprétations se valent du moment que c'est cohérent. En fait, si vous êtes capable de justifier votre argument, votre argumentaire et que aussi vous avez en face quelqu'un qui est réceptif, bah vous pouvez prouver aussi. À un moment donné, je pense aussi que même on en parlait tout à l'heure de la vérité, etc. Il y a l'expression toutes les vérités ne sont pas bonnes à entendre. Mais je pense que toutes les vérités aussi des fois ne sont pas entendables par certaines personnes. C'est-à-dire que certaines personnes vont à l'origine se fermer et bon voilà, là je vous parle plus on va dire de techniques de communication, on va dire par rapport avec quelqu'un. Si cette personne est déjà fermée face à vous, ça va être très compliqué d'essayer de prouver ou de faire avancer la discussion, etc. Et c'est ça aussi où c'est très difficile cette relation prof-élève. On voit beaucoup des fois malheureusement des confrontations qui dégénèrent, etc. Mais au-delà de ça, simplement d'essayer de dire très bien, le professeur va essayer de vous apporter quelque chose. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais vous pouvez essayer de faire évoluer la discussion et le professeur se braquer. Oui, ça m'est arrivé. Et là, voilà, c'est compliqué. Ou alors l'élève ne pas être réceptif. Enfin voilà, il y a tellement de cas de figure différents. On ne peut pas tout normaliser à une seule échelle. Mais parce que les profs ne donnent pas de légitimité aux élèves. Les profs ne veulent pas entendre un élève qui se poserait une question trop compliquée et chercherait une réponse trop compliquée. Non, je veux quand même revenir sur le fait que voilà, tous les professeurs, heureusement, ne sont pas comme ça, mais le programme en lui-même et la manière dont on aborde et on apprend aux profs et aux élèves à aborder le texte, justement, ne laisse pas place à l'interprétation. Et en tout cas, voilà, entre guillemets, entrevoit tous les cas de figure et voilà, et ils ferment le cadre. Et c'est ça aussi. Alors après, voilà, il y a cette idée de la gérontocratie, n'est-ce pas ? Edgar Morin, voilà, que nous a fait... que nous étudions. Que nous étudions et que nous affectionnons particulièrement. Ah, oui. Le gars, il a 104 ans, il fait toujours des interviews. Oui, j'ai vu, très en forme. Très en forme. Non, incroyable. Très lucide aussi. Parce que du coup, il a 104 ans, donc il en a vécu des évolutions de société... Et particulièrement, ce qui nous plaît dans son écrit, c'est par rapport... J'ai oublié le titre de l'écrit. Le temps... Bref. Oui. En tout cas, il parle d'une société gérontocratique. Qu'est-ce que c'est que la société gérontocratique ? C'est une société où les vieux, où les personnes plus âgées ont la main en fait sur ce qui se passe dans notre société et où la société est régie par cette idée d'héritage et de passage de connaissances du plus vieux et vers le plus jeune. Ouais. Donc en fait, un espèce de rapport de force, encore une fois, entre le plus vieux et vers le plus jeune. Et ce qui remettait en cause, c'est que cette société évoluerait parce que la jeunesse se détacherait en fait de cette vieillesse et sagesse qui ne lui convient plus et où elle se sentirait en fait trop... qu'elle se sentirait trop... Infantilisée. Infantilisée, oui. Sous pression. Oui.
Et donc, elle serait cette jeunesse, en fait, qui deviendrait plus individualiste et plus à se dire de penser par soi-même, justement, dans la société dans laquelle elle est. Et de plus penser par les sociétés anciennes que lui transmettrait la vieillesse. Oui, et d'ailleurs, le titre du livre que tu cherches, c'est L'Esprit du temps. L'Esprit du temps. J'avais le temps. J'avais le temps. L'Esprit du temps. Voilà, et Monsieur Morin, si un jour vous nous regardez, pardonnez-nous. Ça veut dire qu'il a connu Proust? Je ne sais pas. Bah, si jamais, serait bien entendu avec Proust. Hein. Non, mais oui, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est aussi, même aussi dans la légitimité. On parlait tout à l'heure de légitimité à parler, à discuter de la philosophie. Voilà, c'est ça. C'est de se poser la question très bien de... Même si on va avoir envie de parler, de discuter, on va toujours avoir... Alors, ça peut être des personnes... alors certes plus âgées dans le système de la gérontocratie, mais ça peut être aussi des personnes qui s'attribuent la raison aussi. C'est des personnes, alors voilà, je ne vise personne, mais certains professeurs de faculté peuvent avoir appris voilà un petit peu le melon. Je ne me permets, je ne cherche pas à viser, et heureusement tous les professeurs de faculté ne sont pas comme ça, mais on voit j'ai l'occasion de voir beaucoup de personnes qui s'attribuent la connaissance complète d'un domaine, ce qui n'est pas possible autant que les études que vous puissiez faire. Attention, ça ne veut pas dire que moi je serais aussi apte à parler d'un domaine qu'une autre personne, mais si mes arguments sont entendables, s'ils sont justifiés, s'ils sont sourcés, je pense que mon avis peut être entendu. Qu'ils sont justifiés, hein, sourcés c'est mieux, ça c'est sûr, mais c'est juste, en fait là où je trouve qu'il y a un problème, c'est que parfois on n'a pas forcément de source. On l'a entendu, on y a réfléchi, mais parfois on n'a pas forcément de source, on ne se souvient pas bien des chiffres, on ne se souvient pas bien de l'auteur, etc. Mais on sait qu'on l'a entendu. Moi ça m'arrive beaucoup, c'est que je connais le concept. Avec moi on peut jouer à... Je te dis le concept, je te donne toute la définition, toute l'histoire, etc. Trouve-moi la date, la source et l'auteur. mais voilà, j'ai l'idée, je sais ce que c'est, je ne veux pas m'attribuer le mérite de cette idée et de cette connaissance, c'est juste que je suis d'accord avec ça, donc je vais l'utiliser comme un argument. Maintenant, en fait, ça m'enlève une légitimité parce que je suis jeune, parce qu'en fait, je n'ai pas cette source, et je ne pourrais pas savoir, et j'ai pas autant de connaissances peut-être que quelqu'un d'autre, mais ça se trouve, j'ai pas la mémoire pour ça, j'ai pas le cerveau pour retenir ça, mais j'ai le cerveau pour penser par moi-même et en fait donner ces idées-là et retenir un petit concept et cette idée-là et la ressortir. Oui, et là où je pense que, alors on va dire la gérontocratie ou les personnes qui sont censées posséder cette connaissance, qui sont censées savoir réfléchir, savoir mobiliser des auteurs, elles devraient être là pour accompagner. Elles devraient être là pour dire très bien, j'entends ce que vous dites, est-ce que ça ne se rapproche pas de tel auteur ou tel auteur a mobilisé ça? Et en fait, au lieu finalement d'écraser la jeunesse en leur disant non, vous avez tort, de dire c'est un concept intéressant, on peut en discuter. J'avais un prof en faculté exactement comme ça, et pour le coup qui a tenu sa parole de dire je ne vous dirai jamais non, je vous dirai jamais que vous avez tort, mais je vous dirai jamais que vous avez raison non plus. Oui, voilà, ça ne veut pas dire aussi il ne s'est jamais attribué le mérite. C'est ça. Après, l'objectif, c'est de faire réfléchir. C'est pas parce qu'une personne dit quelque chose sans forcément qu'il le justifie, etc., qu'il a forcément raison dans certains cas, qu'il a forcément tort dans certains cas, mais qu'il y a toujours des on va dire des contextes, des possibilités qui font que quand on va l'appliquer, ce sera plus possible. C'est comme si en fait vous prenez un calque, vous dessinez quelque chose dessus, et en fonction de où vous posez votre calque, ça rentre ou pas. C'est-à-dire que ou ça dépasse du dessin, ou ça dépasse de la conception, ou alors c'est pas du tout adapté à ce qui est censé être, ce que vous êtes censé représenter. Il faut pouvoir contredire, il faut pouvoir débattre, mais il faut pas écraser. Il faut essayer d'être le plus ouvert, mais quand il y a évidemment des choses qui ne sont pas défendables, parce qu'il y a malheureusement des choses, je pense aux discriminations, racisme, etc. Et malheureusement il y en a tellement, on ne pourrait pas toutes les citer. Il y a des choses qui ne sont pas défendables à ce niveau-là, et il faut pouvoir les justifier. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile pour nous, hein. Là j'étais en train d'essayer de réfléchir, de pousser ma réflexion au maximum, mais il y a des opinions peut-être qu'on ne peut pas accepter, parce que elles finalement font mal aux autres, parce qu'elles discriminent, parce qu'elles... Voilà, et c'est quand même important de savoir mettre cette limite-là, et aussi il y a des conceptions qui sont injustes, et qui doivent
ne doivent pas être vus. Mais voilà, mais là aussi où on disait de ne pas détenir la vérité, c'est que là on en débat, on cherche à comprendre, à pousser le modèle au maximum, savoir très bien jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Ça, c'est une limite de ce modèle. De se dire très bien, comment est-ce qu'on fait quand on a des opinions tellement extrêmes que on n'arrive plus en fait à dire oui, non mais toutes les opinions se valent. Et après aussi, voilà, là on pourrait rentrer encore plus dans la philosophie en parlant de la philosophie du droit. Parce que c'est ça aussi, moi j'ai une philosophie du droit. La philosophie du droit. Le droit est très philosophique, mais comme on peut le voir, on parlait de différentes opinions, différentes visions, le droit n'est pas universel. Il n'existe pas de droit universel. C'est-à-dire qu'on a les droits de l'homme, effectivement, qui ne sont pas... Homme avec un grand H. Oui, homme avec un grand H, merci. Qui ne sont pas partagés par tous, qui n'ont déjà pas été signés déjà par tous, qui ne sont pas appliqués par tous. Voilà différentes législations dans des pays où on va ne pas punir de la même manière, où il va y avoir une culture qui va rentrer en jeu. Je pense alors il y a des pays qui ont qui ont encore le système où la religion est liée à l'État. Et voilà, et c'est... qui ont encore, le dis pas comme un truc mauvais. Hein, Non, c'est pas vraiment... Moi, franchement, j'essaie de rester neutre là-dessus. Pour moi, c'est un contexte. Pour moi, c'est un contexte c'est une manière d'une population. De fonctionner. Et voilà, mais c'est là où on se dit, finalement, où il n'y a pas de vérité universelle, c'est exactement ça. C'est une manière de fonctionner, comme le communisme, c'était une manière de fonctionner, comme la démocratie, c'est une manière de fonctionner, comme la monarchie. Il y a des monarchies qui vont sûrement très bien fonctionner. Oui, et il y a plusieurs visions aussi de la monarchie. Personne n'est jamais content, etc. Il y aura toujours des gens pour dire que ça leur convient pas, etc. Parler, c'est magnifique parce que ça nous permet d'imaginer des mondes très utopistes. Mais on sait très bien, on n'est pas fou. Hein. On sait très bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça, qu'à notre échelle, on peut imaginer des mondes parfaits. Et en vrai, ça se trouve, ils ne seront pas si parfaits que ça. C'est facile. Faudrait peut-être qu'on lance un jingle un jour. Oui. Alors, on a un peu digressé. En fait, on digresse, mais en revenant toujours en boucle, du coup. Ouais, mais voilà, mais après, voilà, disons qu'on reprend le podcast ici, donc si jamais on n'a pas coupé au montage, écoutez, voilà. Mais on peut lancer un jingle. Et on peut lancer un jingle. Bon, Diego, quelle œuvre nous as-tu concoctée aujourd'hui ? Alors, l'œuvre que je vous ai concoctée, c'est tout simplement l'œuvre de Truman Show, qui a été réalisée par Peter Weir en 1998. Donc, le Truman Show, c'est un film. Oui. Mais encore. Non, c'est un film avec Jim Carrey dans le rôle principal aux côtés de Laura Linney, Noah Emmerich, Ed Harris et Natasha McEwan. Donc le film, il va raconter l'histoire de Truman Burbank, qui est en fait la vedette d'une série télé de l'époque. Sauf que notre cher Truman n'a aucune idée qu'il est dans une série. Et il vit dans un monde où il a vraiment l'impression que, très bien, c'est sa réalité, c'est sa vérité à lui, c'est sa philosophie. Et il va commencer petit à petit... C'est par là qu'il fait sa philosophie. Il va commencer petit à petit à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des choses qu'il ne peut jamais atteindre, il est enfermé, et pareil, les acteurs commettent des erreurs. Et en fait, c'est ce qui va lui mettre la puce à l'oreille et il va essayer, en fait, avec les personnes qu'il connaît, de sortir de ce qu'il pense être une prison, un endroit où il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais en fait, finalement, ses amis sont en fait des acteurs qui, à chaque fois, vont faire semblant de l'aider afin, en fait, de finalement le faire rester. Et c'est là où c'est très intéressant. On parlait tout à l'heure de pourquoi il y a plusieurs vérités, pourquoi il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes à l'entendre. Et voilà, de Truman Show, c'est vraiment cette idée que il est piégé. Il ignore la réalité, il ignore la vérité, et finalement sa philosophie, son droit à la philosophie, son droit à finalement être libre lui est enlevé. Et c'est ça aussi que je trouve très intéressant.
Et après, on peut relier cette œuvre-là, on va dire de l'enfermement, etc. Moi, j'aime beaucoup George Orwell, et je pense que on peut relier pas mal de ces œuvres-là à cette idée très dystopique de Truman Show, est tournée presque comme une comédie, mais en réalité, c'est un drame. On enlève la vie d'un homme. On lui fait croire qu'il a une vie. On lui fait croire vie, une routine qui sert en plus de divertissement au public. Et on lui interdit de savoir la vérité. En tout cas, lui, il est prisonnier d'une vérité qui, du coup, pour nous, n'est pas la même. Enfin, c'est très paradoxal. C'est un peu Inception. Oui. Mais ça fait... Alors, on aurait pu très bien prendre Matrix aussi. En soi dans cette idée donc, du paradoxe de Fermi. Oui, effectivement. Donc, alors, pour la petite histoire, donc, le paradoxe de Fermi, c'est le nom qui a été donné... Alors, c'est une série de questions que s'est posé donc, le physicien italien Enrico Fermi en 1950. Et voilà, il parlait de la possibilité d'une vie extraterrestre, est-ce que c'est probable, est-ce qu'il y a vraiment une vie extraterrestre au-delà de notre système solaire, au-delà de la Lune même, qui était vue on peut revenir sur les auteurs comme Platon, etc., qui pensaient que la Lune, à partir de la Lune, c'était le paradis, c'était une autre sphère, etc. Voilà, on peut se poser la même question quand on pense à Fermi. Et voilà, cette idée de est-ce qu'il y a des extraterrestres ? S'il y avait vraiment des extraterrestres, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à communiquer avec eux par des ondes radio ? Par exemple, c'est les questions que se pose l'auteur. Et voilà, c'est vraiment cette idée de presque, finalement, on est une observation, on est une expérimentation d'une autre entité. Oui, c'est cette idée que, si on prend la religion, par exemple, cette idée que Dieu nous observerait, du coup, comme Dieu nous aurait créé à son image, il nous observerait, nous regarderait pour vérifier nos péchés, nos malheurs, nos bonheurs, etc. En soi, ce serait son expérimentation. Je ne sais pas si vraiment les gens le voient comme ça. Il y a des gens qui diront qu'on n'est qu'un jeu pour Dieu au bout d'un moment. J'ai aucun blasphème envers la religion. Je ne suis pas croyante, mais je me pose énormément de questions. Honnêtement, je pense qu'il y a quelqu'un. Quelque chose, en tout cas, une espèce de force, sûrement un peu une sorte d'expérimentation, parce que si nous sommes les seuls, pourquoi nous sommes les seuls ça n'a... Donc, c'est ma manière de me rassurer, à me dire qu'il y a quelque chose et qu'il y aura peut-être quelque chose après. Oui, qu'on a notre importance aussi, c'est de se dire Oui, c'est assez égoïste de la part de l'humain, oui, c'est se dire on est quand même important, on peut pas mourir comme ça, on n'est pas qu'un grain de sable dans l'univers. Oui. Après, moi, ça me fait penser aussi à la manière dont on voit l'astrologie. C'est de dire, par exemple, si la science, voilà, c'est l'étude de nous petits vers le plus grand, c'est comment est-ce que le plus grand influe sur nous, le plus petit. Et l'astrologie, c'est comment, par exemple, en fonction parfois des positions des planètes, comment le plus grand influe sur nous. Et là, c'est l'exemple déjà de dire que voilà, il y a plusieurs vérités, on s'entend pas dessus, etc. Mais j'ai perdu absolument ce que je voulais dire. L'astronomie, pas l'astrologie. L'astrologie. Ah ouais ? Oui, l'astrologie. Ah oui, l'astrologie. Oui, mais Mercure rétrograde, voilà. Voilà. Donc, voilà. Oui, non, c'est cette conception un petit peu de l'univers, et même je pense que même pour les athéistes, c'est voilà on n'est rien et on retourne à être rien du tout. Et c'est dans la Bible parfois aussi, c'est comme ça qu'est présenté Dieu, c'est-à-dire que normalement, dans la religion chrétienne je parle, quand on décède, en fait on regagne Dieu. Et en fait c'est drôle parce que c'est un peu la même conception, mais sauf que Dieu est remplacé par rien du tout. Oui, on est rien et on regagne rien. Mais rien, ça fait peur, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Parce que rien, et on n'arrive pas à le conceptualiser aussi. Moi, je le conceptualiserais pour le néant, mais le néant, est-ce que ce serait quelque chose, du coup ? Le néant, c'est quelque chose qui... Moi, quand on parle de néant, j'ai l'impression d'un trou noir, c'est-à-dire une force d'attraction qui nous entraîne, et en fait, on est piégé à l'intérieur. Mais en fait, si on n'est rien, on n'a plus de corps, etc. Alors que moi, quand je m'imagine dans le néant, je m'imagine quand même moi, dans le néant. Oui, seul autour de rien. Autour du noir, autour du rien, mais en soi, je peux être dans le néant dans tous les cas. Donc, rien, c'est rien. J'ai une définition de ce qui peut être le rien.
l'absolutisation. Ouais. De l'être conduit, paradoxalement, à l'annulation de sa signification et par suite à l'absolutisation équivalente du non-être. Waouh! C'est compliqué. Non mais voilà, c'est que on parlait tout à l'heure de vérité, etc. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion, c'est la matière noire de l'espace. Qui apparemment composerait tout autour de nous. C'est ça. Mais en fait, on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'au moment du Big Bang, elle a explosé, elle s'est placée, et après, elle n'a arrêté de bouger. Et ça pourrait correspondre à notre rien. Mais ça peut être oui, ça fait peur, mais aussi c'est ça, c'est que si la philosophie c'est la recherche de la vérité ça passe aussi par la vie, ça passe aussi par la mort, ça passe aussi de pourquoi on vit, de pourquoi on croit. Le truc des sciences explique le comment et la philosophie cherche à expliquer le pourquoi. Oui, cherche. En tout cas, encore une fois, c'est toujours tendre vers la vérité, n'est jamais jamais dire on n'aura jamais la vérité. C'est ça. Et c'est de se dire que c'est pour ça que la philosophie de comptoir, ou entre guillemets la philosophie, voilà, que là on part dans une philosophie un peu plus sombre, hein, c'est quelque chose vraiment de s'interroger sur l'existence, mais le conscient. Le conscient, de se dire très bien, bon, on va essayer d'aller chercher un niveau supérieur. Non mais on essaie d'aller chercher un niveau supérieur de pas seulement de pourquoi est-ce qu'on vit, mais pourquoi est-ce que l'existence de l'univers, etc. Pourquoi est-ce que cette existence-là, finalement, à un moment donné, elle s'arrête? Pourquoi est-ce qu'elle continue? Pourquoi est-ce qu'elle continue sans nous? Pourquoi est-ce qu'on y est avec? Pourquoi est-ce qu'on quand même on a cette possibilité d'expérimenter? Et heureusement, finalement, je pense qu'il y a des philosophies ou des domaines où la philosophie s'applique qui nous font gagner espoir. L'espoir, c'est une des plus belles émotions, c'est-à-dire que même si notre vie est en train de part en lambeaux, même si on a l'impression qu'on a le contrôle sur rien du tout, finalement, ce qui nous fait vivre, c'est l'espoir, c'est de dire qu'on a des gens quand même qui sont à nos côtés, qu'on expérimente des choses et que cette idée de l'expérience de la vie, c'est ce qui permet de développer la philosophie, de se dire on va l'expérimenter à fond. Et voilà, je pense que moi, si je devais résumer quelque chose, c'est que la philosophie, c'est l'expérimentation de notre temps sur Terre. Ma situation, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie, je dirais que c'est avant tout des rencontres. Après, terrible. J'ai pas la suite. T'as pas la tirade, c'est dommage. J'ai le début. Oui. Mais je pense qu'on peut faire cette transition parce que je pense que ce sujet nous empêcherait de dormir. Oui, ça portera beaucoup d'insomnie. Donc... un petit teaser. Donc, est-ce que on se dit qu'on va clôturer ce podcast? Nous pouvons clôturer ce podcast. Donc, nous nous retrouvons tous les 24 de chaque mois, sauf exception, pour un nouvel épisode de Digression. Et n'oubliez pas, la philosophie ne nous apporte pas une vérité universelle, mais bien des réflexions qui s'entremêlent autour d'elle. Diego et Nina. Bon, passez une bonne journée à tous, et voilà, c'était Diego et Nina pour Digression. Je peux éteindre? T'avais pas éteint? Non.